Le 24 janvier 2006, aux alentours de midi, une caméra de surveillance d'un complexe résidentiel à Orlando en Floride filme une scène qui semble banale. Un individu descend d'une Chevrolet Malibu noire, la gare calmement et s'éloigne à pied. Mais à chacun de ses pas, les barreaux de la clôture viennent lui masquer le visage, toujours au même niveau. L'angle de la caméra, la grille, le rythme de sa marche, tout s'aligne d'une façon presque irréelle, si bien qu'on ne voit jamais ses traits. On ne voit qu'une silhouette. La voiture qu'il vient de garer appartient à Jennifer Kissy. Jennifer, elle, n'apparaît pas une seule seconde sur ces images. Elle s'est évaporée quelques heures plus tôt. Dans cette affaire, tout se joue dans une fenêtre de quelques minutes, entre le moment où elle finit de se préparer dans son appartement et celui où elle est censée insérer la clé dans le contact de sa voiture. Voici l'énigme Jennifer Kissy. Jennifer a 24 ans. Elle incarne la stabilité. Elle a un poste de cadre financier, un appartement qu'elle vient d'acheter au complexe Mosaïque at Millenia et un entourage soudé. Chez les Kissy, l'absence de réponse au téléphone n'est pas une option. C'est un signal d'alarme immédiat. Et le 24 janvier 2006, en fin de matinée, le signal passe au rouge. Jennifer ne s'est pas présentée à une réunion importante et son employeur contacte ses parents. Drew et Joyce Kissy n'attendent pas d'explication. Ils prennent la route immédiatement pour Orlando. Lorsqu'ils poussent la porte de l'appartement, ils n'entrent pas dans une scène de crime. Ils entrent dans une scène de vie interrompue. L'air est encore chargé de l'humidité d'une douche prise quelques heures plus tôt. Sur le lit, une serviette mouillée a été jetée à la hâte, laissant une tache sombre sur le linge propre. Puis le regard s'arrête sur le lavabo. Un fer à lisser, du maquillage étalé, un étui à lentilles ouvert. Chaque objet raconte la même histoire, celle d'une jeune femme qui s'est apprêtée avec soin pour sa journée de travail. Au sol, le pyjama qu'elle portait cette nuit-là confirme le scénario. Jennifer a enfilé ses vêtements de bureau, elle a pris son sac, son téléphone, ses clés. L'observation est évidente, elle a franchi le seuil de cet appartement pour partir travailler. Dehors, sa place de parking est vide, sa voiture n'est plus là. Sauf que ce matin-là, la Chevrolet noire ne prendra jamais la direction du bureau. C'est ici que le vertige commence. Jennifer n'a pas disparu dans une ruelle sombre à 3h du matin. Elle a disparu en plein jour, au cœur d'une zone résidentielle qu'elle considérait comme son refuge. Pour comprendre la disparition de Jennifer Kissy, il faut remonter quelques jours plus tôt. Le week-end du 20 janvier, Jennifer est à Sainte-Croix, dans les Caraïbes. Elle est avec Rob, son petit ami. C'est le soleil, le sable, l'insouciance. Le dimanche 22 janvier, le voyage s'achève. Jennifer rentre à Orlando et Rob repart chez lui à Fort Lauderdale. Dès le lendemain, le lundi 23 janvier, Jennifer est au travail comme prévu. Toute la journée, elle est cette cadre efficace, imperturbable dans son bureau d'Ocoee. Elle traite ses emails, appelle sa famille. Durant son absence du week-end, son frère Logan a occupé son appartement avec des amis. L'un d'eux y aurait oublié son téléphone portable. Jennifer propose alors de lui renvoyer par la poste dès le lendemain matin. Tout semble sous contrôle. Vers 18h, Jennifer quitte son bureau. 15 minutes plus tard, elle appelle son père depuis sa voiture. Cette conversation de fin de journée banale sur la semaine qui reprend. Vers 19h, elle est enfin chez elle, dans le calme du complexe Mosaïque at Millenia. Elle est au téléphone avec sa meilleure amie, Lauren. C'est là qu'une première dissonance apparaît. Pendant qu'elle discute, quelqu'un frappe à la porte de Jennifer. Jennifer interrompt sa phrase, s'approche, regarde par l'œilleton. Elle revient au téléphone et murmure à Lauren. « C'est la voisine, je ne vais pas répondre. » Mais pourquoi ce refus ? La fatigue, une envie d'être seule après un long voyage ? Jennifer ne donne pas d'explication et elle raccroche peu après. Vers 22h, c'est le dernier acte. Jennifer appelle Rob, c'est leur rituel. Ils se parlent chaque soir avant de s'endormir. Mais ce soir, la fatigue pèse. Rob mentionnera plus tard une légère tension. Ces frottements inévitables dans une relation à distance qui commence un peu à user. Rien de tragique, juste l'épuisement d'un lundi soir. Jennifer finit par dire qu'elle va se coucher. Elle est dans son lit, elle est en sécurité, la porte est verrouillée, et l'alarme, si elle l'a activée ce soir-là, veille sur elle. C'est ici que la trace numérique et vocale de Jennifer Kissy s'arrête. À partir de cet instant, il n'y a plus de témoins, plus d'appels, plus de preuves. Ce qui va se passer entre 22h et le lendemain matin appartient aux zones d'ombre du complexe Mosaïque. Un complexe qui, sous ses aires de résidence de luxe, est à l'époque un immense chantier à ciel ouvert. Et dans un chantier, il y a toujours des yeux qui observent depuis l'ombre. Le mercredi 25 janvier passe dans un silence assourdissant. Pas un mouvement sur les comptes bancaires, pas une seule activité mobile. Les enquêteurs tentent de faire borner son téléphone, mais il a cessé d'émettre tout signal depuis le matin de sa disparition. Le vide est total. Le jeudi 26 janvier, le téléphone sonne au commissariat d'Orlando. Un habitant du complexe Huntington-on-the-Green, situé à environ 1 km de chez Jennifer, vient de voir le signalement de la Chevrolet Malibu aux informations. Il regarde par la fenêtre, la voiture est là, garée près de la piscine dans une zone peu fréquentée. Les enquêteurs arrivent sur place, la voiture est froide, abandonnée. Elle ne présente aucun signe d'effraction. Le sac de sport de Jennifer est là, un lecteur DVD appartenant à Rob est sur la banquette arrière, et dans le coffre, ses effets personnels sont intacts. Visiblement, celui qui a pris cette voiture ne voulait pas de l'argent de Jennifer. Il voulait Jennifer.
Le problème, c'est qu'il a laissé derrière lui quelque chose qu'il n'avait peut-être pas prévu. Une image. La Chevrolet a été filmée. La police saisit les bandes de vidéosurveillance du complexe. Les images de 2006 sont granuleuses et saccadées. Elles ne capturent qu'une image toutes les quelques secondes. Nous sommes donc le mardi 24 janvier, aux alentours de midi. Sur l'écran, la Chevrolet noire de Jennifer entre dans le champ. Elle s'immobilise. Un individu descend du côté conducteur. Il fait environ 1m65. Il porte ce qui ressemble à des vêtements de travail clairs, peut-être une combinaison de peintre ou de chantier. Il referme la portière et s'éloigne à pied d'un pas calme, sans courir, sans regarder derrière lui. C'est ici que l'enquête se heurte à une frustration technique. À chaque pas que cet individu fait, sa tête est masquée par les montants verticaux d'une clôture en métal. Les experts de la NASA seront plus tard appelés pour tenter de nettoyer l'image, image par image, mais le verdict est le même. À chaque fraction de seconde, où l'obturateur de la caméra s'ouvre, le visage est caché par un barreau de fer. C'est mathématiquement improbable. C'est comme si le suspect connaissait l'angle exact de la caméra, ou comme si le sort s'acharnait. Faute de visage, la police fait appel à des chiens pisteurs. On leur fait sentir l'odeur du siège du conducteur. Les chiens s'élancent, ils quittent le parking, traversent la rue, coupent à travers les pelouses et remontent la route sur plus d'1 kilomètre. Ils ne s'arrêtent pas n'importe où. Ils ramènent les enquêteurs exactement là où tout a commencé, devant le complexe Mosaïque at Millenia. La piste s'arrête net au pied de l'appartement de Jennifer. Celui qui a garé la voiture est donc revenu à pied sur les lieux du crime. C'est alors qu'un technicien s'approche du capot noir de la Chevrolet. Il remarque une fine pellicule blanche, une poussière de chantier, de plâtre, le même qui sature l'air au complexe Mosaïque. Mais ce n'est pas la poussière qui l'arrête, ce sont les marques laissées dans la matière, des traces de pommes étalées sur le métal, des traînées qui ressemblent à des doigts cherchant désespérément une prise, griffant le capot avant de disparaître vers le sol. Pour les enquêteurs, le message est muet mais limpide. Jennifer n'est pas montée dans cette voiture de son plein gré. Elle a été projetée contre son propre véhicule. Le complexe Mosaïque at Millenia se vendait comme une résidence de luxe sécurisée, mais en janvier 2006, la réalité est plus brute. Le site est en pleine mutation. Partout, le bruit des perceuses, la poussière de ponçage et l'odeur du plâtre frais. Jennifer est l'une des rares résidentes permanentes au milieu de ce chantier. Pour elle, cet immeuble est devenu un territoire de malaise. À plusieurs reprises, elle confie à ses parents qu'elle ne se sent pas en sécurité. Elle décrit des ouvriers qui s'arrêtent de travailler pour la fixer quand elle traverse le parking, des attroupements dans les couloirs, des sifflements. Elle a le sentiment d'être surveillée dès qu'elle franchit le seuil de son appartement. Ce n'est plus une simple gêne, c'est une vigilance de chaque instant. Le jour de la disparition, la police découvre que la gestion du chantier est une zone grise. Une dizaine d'ouvriers travaillent sur place, certains logent même dans les appartements vacants du complexe, parfois juste en face de celui de Jennifer. L'enquête se heurte immédiatement à une barrière de communication majeure. Beaucoup de ces travailleurs ne parlent pas anglais. Dans les premières heures, les auditions sont partielles et inégales. Les enquêteurs ont du mal à établir une liste précise de qui était présent le matin du 24 janvier. C'est une brèche dans laquelle le suspect a pu s'engouffrer. Dans les jours qui suivent, alors que la pression médiatique monte, plusieurs de ces ouvriers quittent le chantier. Ils s'évaporent sans que leur identité ou leur emploi du temps n'ait pu être vérifié avec certitude. Une piste qui refroidit avant même d'avoir été réellement exploitée. Bien plus tard, une nouvelle information va relancer les spéculations. Un témoin se manifeste pour rapporter une scène étrange survenue aux alentours de la date de disparition. Un pick-up aurait été vu en train de reculer sur les berges du lac Fisher, situé à un peu plus d'1 kilomètre du complexe Mosaïque. Un individu en serait descendu pour jeter un objet volumineux dans les eaux troubles. Un grand tapis enroulé provenant, semble-t-il, du chantier de rénovation. La police prend l'information très au sérieux. Des chiens spécialisés dans les recherches de restes humains sont amenés sur la rive. Ils marquent un arrêt notable. Des plongeurs sont donc appelés pour sonder les fonds vaseux, mais ils ne trouvent rien. L'incident du lac Fisher reste donc une impasse. Est-ce qu'il s'agissait d'un simple dépôt sauvage de gravats ou du dernier acte de la disparition de Jennifer ? Faute de preuves physiques, le lac conserve son secret. Et les regards se tournent vers d'autres visages plus proches encore de la jeune femme. Faute d'indices matériels, la police change de méthode. Elle commence à décortiquer le cercle intime. On s'intéresse d'abord à Matt Sullivan, l'ex-petit ami. La rupture a été difficile, c'est Jennifer qui a mis fin à la relation quelques mois plus tôt, et Matt aurait eu beaucoup de mal à l'accepter. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est sa présence géographique. Le week-end précédent la disparition, il était dans l'appartement de Jennifer avec son frère Logan. Il connaissait le lieu, il connaissait son emploi du temps. Plus troublant encore, la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier. Matt est vu dans un bar appelé le Blue Martini. L'établissement se trouve à peine 1 kilomètre de l'appartement de Jennifer. Selon des témoins, il y passe une partie de la soirée à boire. Le lendemain matin, le jour où Jennifer disparaît, Matt ne se présente pas à son travail. Interrogé, il nie toute implication. Logan, le frère de Jennifer, le défend fermement, affirmant que jamais Matt ne lui aurait fait du mal. Faute d'éléments matériels le reliant au crime, la police détourne son regard, pour le poser sur un autre homme. Au bureau où travaille Jennifer, à Ocoee, l'ambiance change. Un nom revient dans les murmures des collègues. Johnny Campos. Campos est l'un des managers. Il est marié mais manifeste pour Jennifer un intérêt persistant qui dépasse largement le cadre professionnel.
Il lui propose des rendez-vous, multiplie les avances. Jennifer est catégorique, elle refuse systématiquement. Elle a une règle d'or, on ne mélange pas vie privée et bureau. Le lundi 23 janvier, le jour de son retour de week-end, Jennifer parle de son séjour dans les Caraïbes avec son petit ami Rob. Campos réagit mal, il semble agacé, frustré par ce bonheur affiché. Le lendemain, le mardi 24, alors que Jennifer manque à l'appel, le comportement de Campos interpelle. Il arrive au bureau avec un retard inhabituel aux alentours de midi. Il est nerveux, il transpire. Il explique son retard par une contravention pour excès de vitesse, mais selon les rapports, personne ne verra jamais la contravention. Le mercredi 25 janvier, alors que l'inquiétude est à son comble, Campos lâche une phrase qui va glacer ses collègues. Il aurait confié à l'un d'entre eux que Jennifer avait, je cite, probablement déjà été dévorée par des alligators. Une remarque macabre. Les enquêteurs interrogent Campos, mais il a un alibi pour une partie de la matinée. Comme pour Matt Sullivan, aucune preuve physique, aucune trace d'ADN, aucun témoin ne permet de l'inculper. C'est ici que le dossier Jennifer Kissy devient un labyrinthe. D'un côté, la piste des ouvriers, une opportunité brutale, un crime de proximité lié au chantier, et de l'autre, la piste des proches, un motif passionnel, une obsession qui aurait basculé dans l'acte. Dans les deux cas, le mode opératoire aurait été le même, d'une efficacité redoutable. Jennifer a été enlevée sans qu'un seul cri ne soit entendu, sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée dans son appartement ou sur le parking. Celui qui a fait ça connaissait ses habitudes. Il savait à quelle heure elle sortait, il savait que ce matin-là, elle serait seule. L'enquête est au point mort. La police dispose de 2 scénarios, mais elle n'a aucune preuve matérielle pour les départager. Les années passent, les suspects vieillissent, les souvenirs s'effacent, mais les questions, elles, restent suspendues au-dessus du complexe mosaïque. Pendant 12 ans, la police d'Orlando a gardé les clés du mystère. En 2018, Drew et Joyce Kissy ont fait un choix sans précédent. Ils ont poursuivi les autorités pour obtenir l'intégralité de l'enquête. En 2019, ils obtiennent gain de cause. Ils reçoivent 16 000 pages de rapports. En les épluchant, la famille découvre l'envers du décor. Des dizaines de signalements de témoins n'ont jamais été rappelés. Ils découvrent surtout que la police n'avait même pas de liste complète des ouvriers du chantier. Certains n'étaient identifiés que par des surnoms, sans aucune vérification d'identité ou de casier judiciaire. Plus grave encore, ils apprennent que des prélèvements d'ADN effectués sur le volant et les sièges de la voiture sont restés dans des enveloppes scellées pendant plus de 13 ans. La police d'Orlando n'a jamais pris l'initiative d'utiliser les nouvelles technologies de séquençage pour les analyser. Des preuves capitales sont restées là à l'ombre d'un casier à sceller pendant que le dossier prenait la poussière. Ce n'est pas seulement une enquête qui piétine, c'est une accumulation de rendez-vous manqués avec la vérité. Aujourd'hui, en 2026, l'affaire n'est plus entre les mains de la ville. Elle a été transférée au FDLE, la police d'État. Ils ne cherchent plus de témoins, ils cherchent des molécules. L'ADN de contact prélevé dans la Chevrolet est à nouveau sous le faisceau des séquenceurs génétiques. La science tente de combler le vide là où les souvenirs se sont éteints. Jennifer Kissy a été déclarée légalement morte en 2016. 20 ans ont passé depuis ce matin de janvier. L'homme a la tenue claire, celui dont le visage a été avalé par la grille à chaque pas, a vieilli lui aussi. Il a peut-être 40, 50, 60 ans aujourd'hui. Il vit quelque part, il est le voisin de quelqu'un, il fait ses courses, il croise des gens. Il y a une chose que lui seul possède, ce qui s'est passé dans ces minutes-là. Ce que la caméra n'a jamais réussi à donner, ce que la grille a caché image après image. Le complexe mosaïque a changé de nom. Les appartements ont été vendus, les murs ont été repeints, la poussière de plâtre est retombée depuis longtemps. Mais pour la famille Kissy, l'horloge s'est arrêtée ce mardi matin sur un emplacement de parking vide. Regardez une dernière fois cette silhouette. Quelqu'un, quelque part, connaît ce visage. Et tant qu'un nom ne vient pas refermer cette histoire, Jennifer Kissy reste une femme arrachée à sa vie, laissant derrière elle une famille qui se lève chaque matin sans savoir ce qu'on lui a fait.